Ce programme qui a été conçu entre nous, entre personnes qui se demandent bien ce que peut être la vigilance, car on en parle beaucoup mais on ne la définit pas tellement, et encore moins si on cherche à la corréler avec l'obligation et avec la compliance. Et c'est un souci, parce que il n'y a pas que les professeurs qui se demandent ça, mais il y a aussi les entreprises et puis il y a surtout les juges. Parce que les juges, on leur pose la question et ensuite il faut qu'ils y répondent. Alors, c'est pourquoi, introduction, pour essayer de dire les questions mêmes qu'on se pose, nous avons décidé dans des réunions scientifiques entre tous les intervenants d'aujourd'hui quelle pourrait être l'articulation entre des mots que l'on entend, la vigilance, due diligence, conformité, puisqu'on entend très souvent ce mot-là, compliance. Alors il est vrai que tout cela, aujourd'hui, c'est une journée qui elle-même s'intègre dans une série de colloques qui ont pris comme thème l'obligation de compliance. Est-ce qu'il y a une obligation de compliance qui la porte? Est-ce qu'on est vraiment obligé? D'ailleurs, comme vous, j'écoute et je lis. Et d'ailleurs, on ne me parle pas du tout d'obligation de vigilance, on me parle de devoir, on me parle de culture. Et en droit, on utilise les mots dans un sens très précis, et ce n'est pas la même chose quand on est devant un juge. Si ce n'est qu'un devoir, ou si c'est une obligation, ou si c'est un sentiment, par exemple, du souci que l'on aurait pour les générations futures. Ah, ça ne donne pas le même régime, et ça ne donne pas la même responsabilité. Donc, dans ce souci de cerner ce qu'est l'obligation de compliance, comme l'a tout à fait bien dit Mustapha, le Journal of Regulation and Compliance, avec la grande chance qu'il a d'avoir tous ses partenaires, s'est dit, nous allons prendre comme sujet tout 2023 d'essayer de chercher ce que pourrait bien être, soit effectivement les obligations de compliance, ou bien est-ce qu'il n'existerait pas une obligation de compliance que l'on pourrait définir, avoir une définition. Et dans cette recherche-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un exemple ou un contre-exemple qui serait cette vigilance dont on ne cesse pas de nous parler? Et si l'on arrivait à cela, alors nous pourrions avoir un ouvrage, comme ça serait pratique, non seulement pour faire cours, puisque nous sommes des profs, mais aussi si on est avocat, si on est une entreprise, si on est un juge, et qu'on pourrait ouvrir et se dire, tiens, ça pourrait être ça, l'obligation de compliance, avec un titre dedans, donc qui sera fourni par les contributions d'aujourd'hui sur la vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance, et tant qu'à faire. Parce qu'il n'y a pas que la France qui est intéressée sur le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dans la loi dite vigilance, cela va couler tout le long de la chaîne de valeur et couler dans des tas de pays qui ne parlent pas que français. Donc, l'ouvrage sera aussi publié en langue anglaise, le premier coédité avec Dalloz, le second coédité avec Borilan. Et je me suis dit, dans cette introduction, moi qui ne cesse de lire, voire de faire des conférences sur la compliance, la vigilance, le juge en la matière, les contrats en la matière, la responsabilité en la matière. Mais c'est fou ce que je ne sais pas. Et je me suis dit, mais on est en décembre. On est en décembre. De quoi je voudrais entendre parler?
sur quoi je voudrais être éclairée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais entendre? Puisque je parle en premier, mais je vais demander le menu, puisque aujourd'hui, j'ai la grande chance de pouvoir entendre les uns après les autres des grands experts qui viennent pas forcément du monde de la compliance, qui, comme moi, toute la journée, étudient tous les outils de compliance. Non, je vais pouvoir entendre des professeurs spécialisés en bancaire, en finance, en énergie, en numérique, en télécommunication, en droit des données. Je vais pouvoir entendre des professeurs spécialisés en responsabilité, en international, en droit international privé, en droit des contrats, en procédure, en environnement, en technique probatoire. De quoi je voudrais les entendre parler pour arriver, pour ma part, à mieux comprendre ce que c'est que l'obligation de compliance. Et d'abord, je me suis dit, dans une sorte d'élan, tous ensemble, quand nous nous sommes réunis, car nous nous sommes réunis, pour faire des réunions scientifiques préparatoires, et dans une sorte de spontanéité, nous avons dit, la vigilance, c'est la pointe avancée de l'obligation de compliance. Mais je me suis dit, après, est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est qu'une pointe avancée? Et puis, je me suis dit, en second préalable, à propos, qu'est-ce que c'est que l'esprit de système? Car est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un esprit de système? Car peut-être que dans l'université, c'est bien vu l'esprit de système, mais quand on change, quand on descend la rue, quand on quitte la rue sous flot, oh, ce n'est pas très bien vu. Par exemple, si on va aux États-Unis, ou bien en Angleterre, et que vous dites, pour ma part, j'ai l'esprit de système, oh non, et je vais faire une articulation systémique, je vais corréler le contrat, la responsabilité, la procédure, le DIP, je vais tout mettre en système, je vais tout définir, je vais tout mettre en catégorie. On dit, oh, on voit bien que vous êtes prof, vous, hein. On voit bien que vous avez toute la rigidité. Peut-être même que vous aimez le droit continental. Est-ce qu'il ne faudrait pas revendiquer, puisque nous sommes quand même à peu près tous perdus en matière de vigilance et de compliance, est-ce que ce n'est pas le moment de revendiquer l'esprit de système? Ça nous permettrait de comprendre les rouages du système de compliance à travers la vigilance, parce que si vous étudiez les lois de vigilance, les chartes de vigilance, les contrats de vigilance, les décisions judiciaires désormais disponibles en vigilance, vous sentez une force, une énergie qui est absolument extraordinaire, qui justifie peut-être d'ailleurs toutes ces dizaines d'articles d'universitaires sur le sujet. Comment comprendre tous ces rouages qui sont en train de se mettre en place? Et puis, puisqu'il s'agit de voir où se mettent les choses en place, alors il faut savoir, juste dans une introduction, où est la conformité? Où est la conformité par rapport à la compliance? Et la conformité, oh, ce n'est que la voie d'exécution dans un système de compliance qui est infiniment plus ambitieux. Je n'ai jamais vu un mécanisme plus ambitieux que la vigilance. Et en cela, c'est le reflet de cette branche du droit extraordinaire qu'est la compliance. Et puis, il faut mettre la vigilance à sa place par rapport à ce que l'Europe est en train de fabriquer et qu'on appelle la due diligence, avec un invité surprise qui serait le duty of care.
qui fait apparaître la vigilance comme une part totale de l'obligation de compliance dont ainsi, à la fin de la journée, je me dis que peut-être, grâce à vous, j'aurai une meilleure compréhension. Si l'on cherche à avoir le sens des mots, la définition, qu'est-ce qu'une pointe avancée? Je me dis que la pointe avancée, mais c'est une expression disponible. Inventons des nouvelles expressions. Ça nous évitera de nous disputer toujours avec un écho qui était le bastion avancé, la pointe avancée. C'est l'idée qu'il y a une visibilité accrue sur un système beaucoup plus vaste, avec l'idée d'une proue. La vigilance, c'est la proue de tout le système, avec l'idée que ça va avancer, que cela va forcer, que ça va produire des résultats bien au-delà du système juridique français, très 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 loin, sur des personnes que normalement on n'atteignait jamais. C'est l'idée d'un brise-glace. C'est une expression disponible, avec peu d'exemples d'utilisation. Par exemple, on vous dit que le contrat, c'est la pointe avancée de la structure de SAS, ou bien que les recettes dans l'administration, dans le droit des données, ou bien, par exemple, Jaber Darobi, que la concurrence, c'est la pointe avancée dans le droit administratif, c'est une force. Et me souviens que la possession, c'est le bastion avancé de la propriété. Yering disait que la possession, c'est la pointe avancée de la propriété. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la possession, c'est ce par quoi la propriété se donne à voir. Vous voulez voir un propriétaire ou une propriété, mais vous le voyez par la possession, mais c'est aussi ce par quoi la propriété se défend. Il y a cette idée toujours de force. Et quand vous allez dans la question de la vigilance, vous avez aussi cette idée-là. C'est que quand vous avez la vigilance, vous voyez la compliance. La compliance qu'on a toujours du mal à repérer. Comment est-ce qu'on la repère? Vous la regardez en gros caractères par la vigilance. Comme la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, c'est l'illustration du système de compliance d'ailleurs. La loi de 2017, la loi vigilance, elle a repris mot à mot tous les outils de compliance de la loi Sapin 2, le règlement RGPD de protection des données personnelles, lui aussi, c'est l'illustration du système de compliance, c'est l'internalisation de tout le système dans les entreprises. Ça donne à voir avec une spécificité du mécanisme de compliance qui fait qu'on le voit en plus gros caractère, que ça a progressé. C'est une expression plus nette. C'est que là, vous voyez encore plus les buts monumentaux de la compliance. Sapin 2, c'était déjà bien. On voulait protéger les êtres humains contre la corruption des systèmes économiques et sociaux. RGPD, c'était déjà bien. On voulait protéger les êtres humains dans des systèmes informatiques qui pouvaient les broyer. Mais vigilance, quel but? On veut protéger les êtres humains des catastrophes environnementales et on veut directement faire en sorte que leurs droits soient effectifs, non seulement des êtres humains présents, mais des êtres humains futurs. Et vous ne voyez pas en énorme caractère tout le système de compliance ainsi illustré, alors moi je ne sais pas quelles lunettes il faut vous offrir. Et ça développe plus fortement encore toutes les caractéristiques normatives du système de compliance avec extraterritorialité, indifférence au territoire, place du juge, charge et pouvoir corrélé des entreprises. C'est exactement la même chose que la compliance, mais d'une façon plus visible, avec des fonctions d'anticipation de l'ensemble.
Ça signifie que les solutions qui sont en train d'être dégagées pour la vigilance pourront être transposées pour l'ensemble de la compliance. Ça ne plaît pas nécessairement aux entreprises, mais c'est le mécanisme de visibilité. Plus encore, une pointe avancée, l'idée de pointe, mais prenons-la d'une façon littérale, vous avez une sorte de brise-glace. Vous avez des entreprises qui, soit volontairement, soit forcées, mais ça peut être aussi volontairement. Il y a une corrélation entre vigilance, responsabilité sociétale, nouvelle conception de l'entreprise et compliance. Vous avez des entreprises qui avancent sur ces terrains nouveaux qu'est la responsabilité sociétale. Et grâce à cette sorte de brise-glace, vous avez cette idée comme quoi les entreprises vont aller porter effectivement sur le terrain des valeurs pour lesquelles elles étaient relativement indifférentes. Avec cette notion centrale d'action, la vigilance, c'est avant tout de l'action, comme était la compliance ou comme est la compliance. C'est une branche ex ante, pas une branche ex post. C'est pour ça que ça ressemble tellement au droit administratif. Le droit administratif, c'est une branche ex ante, comme l'est la vigilance. En procédure, ça a des conséquences fondamentales, qui est l'emprunt des règles du contentieux administratif qu'on va retrouver devant le juge civil, avec une autre notion qui est la notion de puissance. Parce que pour être un brise-glace, il faut avoir de la puissance. La glace que vous avez en face de vous, c'est d'abord la frontière, et ensuite c'est l'indifférence, l'absence d'information, l'asymétrie d'information. Toutes ces choses que nous avons à faire dans les régulations, vous allez les retrouver. La puissance, elle est où? Elle n'est pas dans les États, on l'a dit suffisamment, la faiblesse des États. Elle est dans les entreprises. Donc, la vigilance, elle repose sur la puissance des entreprises. L'entreprise, elle n'est pas punie par avance par le droit de la vigilance. La vigilance, elle suppose la puissance des entreprises pour que les entreprises agissent. Ensuite, vous avez cette puissance qui est caractérisée par une notion nouvelle. Donc, pour ma part, je ne dispose pas de la définition, mais j'attends les interventions de la journée, qui est la notion d'entreprise donneuse d'ordre. Je sais à peu près, oui, je crois, savoir ce que c'est qu'une société mère. Mais une société donneuse d'ordre, ça, pour ma part, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus ce que c'est qu'une partie prenante. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'une partie prenante. Je ne sais pas ce que c'est qu'une chaîne de valeur. Je vois bien, dans d'autres matières que le droit, ce que c'est. Je sais ce que c'est en gestion, je sais ce que c'est qu'en finance, je sais ce que c'est en économie, mais en droit, non, je ne sais pas ce que c'est. Je vois bien que ce sont des structures de pouvoir, mais pas en droit. Je vois par ailleurs, parce qu'il s'agit d'obtenir des résultats, de tendre vers des résultats, parce qu'il s'agit bien de briser la glace pour aller quelque part pour obtenir un résultat, que le raisonnement, il est obligé, en vigilance comme en compliance, c'est la téléologie. Il y a un but à attendre, détecter et prévenir des atteintes à l'environnement et aux droits humains. Donc on part des buts recherchés et on va tout en déduire. Les moyens, les faits utiles, l'office du juge, tout. C'est une branche du droit téléologique, la vigilance comme la compliance. Et c'est imposé par la loi, c'est repris par le juge avec la question, mais je ne développe pas, j'écouterai, de savoir si le système législatif est complet ou bien non complet. Mais si vous partez des fins, et que si les fins sont claires et sont nettes, il n'est pas si évident que la loi soit incomplète. Et puis c'est repris par les entreprises.
Si les entreprises, soit de gré, soit de force, on leur dit, voilà le but que l'on vous fixe, elles doivent partir de là et ensuite découler les moyens avec la question des marges qu'elles peuvent avoir. Là aussi, j'attends d'écouter avec la mesure de la responsabilité, une responsabilité qui découle des buts et de la façon dont les comportements ont été ajustés ou non ajustés au but. Je vais écouter. Dans ce brise-glace, pour atteindre des buts monumentaux, pour l'obtention desquels l'obligation de compliance a été conçue, a été inventée, a été établie par le législateur, eh bien, à ce moment-là, c'est ce qui nous permettra de mieux cerner l'ensemble. Et il ne faut pas confondre, c'est l'idée même d'obligation de compliance, il ne faut pas confondre l'effort qui est demandé à ce qu'on appelle les opérateurs cruciaux, des entreprises qui sont visées, non pas parce qu'elles seraient méchantes, parce que si elles ont mal fait, il y a la responsabilité civile et le droit pénal, je ne développe pas, mais parce qu'elles sont en position de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle les opérateurs systémiques, c'est ce qu'on appelle les opérateurs cruciaux. On leur demande de faire un effort, c'est l'obligation de compliance, pour satisfaire ce qu'on va leur demander de détecter et de prévenir, et il ne faut pas confondre cette obligation par rapport au manquement. Le manquement étant, par exemple, la corruption chez Sapin 2, la discrimination quand on est dans les droits humains, ou bien l'atteinte à l'environnement. Et un des grands sujets actuels, c'est de distinguer le manquement ou le délit qu'il faut détecter et prévenir, d'une part, et l'obligation de compliance ou de vigilance, qui est la détection et la prévention de ce délit et de ce manquement. Il faut d'abord les distinguer et ne jamais les confondre dans un premier temps. Et quand cela est bien clair, il faut ensuite corréler les deux. Car il est quand même vrai qu'il y a un rapport, notamment probatoire, entre la détection d'un délit et le fait que si c'est dans l'entreprise, il y a quand même une corrélation entre le délit et la détection du délit. Mais vous allez m'instruire à ce propos. Car l'obligation de vigilance consiste à détecter et à prévenir les manquements ou les délits, c'est ce que dit la loi. Il est essentiel de ne pas confondre les deux, tandis que la sanction des délits et manquements éventuellement commis relève d'autres branches du droit. Mais je dis ça, j'attends l'après-midi, car j'ai bien noté que le droit de la compliance est un droit tellement puissant qu'il existe comme branche autonome, mais également il imprègne les autres branches du droit. Donc une fois qu'on les a distinguées, on ne peut pas en rester là, car il y a par ailleurs un lien entre les deux. C'est pour ça que j'ai fait ma liste de Noël et que j'ai dit vivement le 5 décembre, que j'en sache plus, vivement le matin, vivement l'après-midi, car je vais plus en savoir, notamment sur la responsabilité. Mon second préalable, c'est surtout de revendiquer l'esprit de système. Je ne vous demande pas de le partager forcément, mais pour ma part, je revendique l'esprit de système parce que, à force de lire des articles, mais de doctrine, mais je finissais par ne plus rien comprendre. Quand je lisais les lois françaises, européennes, étrangères, des décisions de justice, j'arrivais encore à m'y retrouver. Quand je lisais quasiment mes propres articles ou ceux de mes collègues, je dois bien arriver que je finissais par plus rien comprendre. Pourquoi ? Parce que si vous ne mettez pas des définitions, des raisonnements, vous ne replacez pas les choses
dans des branches du droit et que vous ne mettez pas des corrélations entre les choses, bah, vous ne pouvez plus rien comprendre. Et ne rien comprendre en pratique, c'est quand même embêtant. C'est embêtant parce que vous ne pouvez plus savoir ce qui va se passer demain. Alors, je sais que, on dit d'ailleurs, je crois qu'on dit ça aux étudiants, que le droit économique, car il s'agit quand même de droit économique, il faut être pragmatique et que de droit de la compliance, on dit ça beaucoup pour le droit de la compliance, notamment dans les matières sectorielles, il faut faire preuve de pragmatisme et que le pragmatisme, c'est on a un problème, on trouve une solution. Je crois que c'est comme ça et qu'il faut surtout faire la chasse à l'esprit de système et c'est ce qu'on dit. Donc, voilà comment, voilà, c'est à peu près ça. Donc, vous avez un problème, une solution, et donc vous avez, c'est les outils de la compliance, il y a même eu un ouvrage sur ces questions-là, donc on vous dit, vous devenez des experts de la cartographie des risques, des experts du plan de vigilance, c'est comme ça que nous allons progresser. Je crois pas, parce que quand je vois le désarroi des juges, les juges, ils disent, il y en a même un, je crois, qu'il a dit expressément dans son jugement de février 2023. Il a dit, mais nous sommes extrêmement démunis. Nous sommes démunis. Pourquoi? Parce que nous sommes complètement perdus dans un labyrinthe avec des tas de textes qui sont d'autant plus lacunaires qu'ils sont bavards. Nous voudrions des définitions. Et qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas ça du tout. Nous en avons des milliers de textes. Nous en avons d'autant plus que nous avons à profusion du droit dur, on n'en a pas encore beaucoup, mais nous sommes très menacés, et du droit souple. Alors nous en avons autant que nous voulons. On va même beaucoup plus que nous ne voulons. Et ça, vous avez peut-être vu ça, moi ça me terrifie quand je vois sur LinkedIn des propositions de postes pour, je ne savais même pas que ça existait, être juriste réglementaire. Ça me plonge dans une grande perplexité. Qu'est-ce que ça peut être, juriste réglementaire? Et je crains, hélas, que ce soit être spécialisé en compliance, c'est-à-dire être apte à avaler la totalité de toute la réglementation. Mais nous sommes incapables d'être des juristes réglementaires. Nous savons très bien. Qui pourrait être un juriste réglementaire? Ce sont les algorithmes. Car si la compliance ou la vigilance, ça consiste à pouvoir intégrer la totalité de la réglementation pour bien la retenir par cœur et à un problème trouver exactement la réglementation qui lui est applicable, alors seuls les algorithmes pourront le faire. Et ce sera ça, la façon dont le droit de la compliance et de la vigilance va se transformer. Ce seront ce qu'on appelle, je crois, l'intelligence artificielle. Il faut au contraire essayer de développer l'esprit de système et ce qui le caractérise, c'est-à-dire mettre des piliers qui vont soutenir, simplifier, clarifier le système avec quelques définitions, avec des branches du droit, avec quelques clartés et par exemple pas de contradiction. Il faut que les branches du droit viennent à l'aide, le droit international privé, le droit des contrats, les secteurs, pour qu'on ait une vision globale et pour aider les juges. Les juges ont absolument besoin de la doctrine, vraiment, c'est une demande que les juges font expressément. Comment ça va fonctionner? Comment ça fonctionne, ces rouages? Eh bien, il y a une imprégnation de logique normative téléologique monumentale, puisque ce sont, dans la vigilance, une demande expresse et impérative de faire en sorte que on détecte et on prévienne les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Mais les droits humains, pour le moment, on n'en est qu'à au début. L'environnement, pardon de dire ainsi, c'est rien par rapport aux droits humains. Mais les droits humains, mais c'est tous les droits humains. C'est toutes les relations sociales. C'est toutes les relations entre les personnes. Les droits humains, mais c'est la totalité du droit. Tout le droit peut se traduire en droits humains. Et ces droits humains
les entreprises vont devoir détecter et prévenir leurs atteintes dans toutes les chaînes de valeur qu'elles maîtrisent sans aucune considération des frontières, c'est-à-dire sans aucune considération de l'autonomie des systèmes juridiques. Moi, je trouve ça absolument admirable et je suis enthousiasmée par une ambition de ce type. Mais cette imprégnation d'une logique normative téléologique, elle est caractéristique de la vigilance et de la compliance qui va vous donner une ambition de ce que un grand auteur a appelé la réalisation du droit. Nous avons enfin une branche du droit qui va porter sur la réalisation du droit. La vigilance, qu'est-ce que c'est? C'est de la mobilisation d'énergie. C'est le droit qui, tout à coup, je veux, dit, c'est un droit politique qui dit je veux que ce soit en vrai. C'est pour ça que ça ressemble à du droit administratif. Le droit administratif, c'est quoi? C'est l'État qui dit à son administration, à l'exécutif, je veux que ce soit en vrai. Et là, vous avez, d'une façon plus générale, le politique qui dit la protection de l'environnement, les droits humains, je sais pas, allez, l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Vous voyez, un truc comme ça, par exemple. Je veux que ce soit en vrai. Où est l'énergie pour ça? Ah tiens, il y a des très grandes entreprises. Bon, eh bien, elles ont l'énergie. L'énergie, l'argent, l'information, l'implantation, les compétences, la technologie. Alors, vous allez le faire. C'est un droit qui est un système d'énergie. Et on va tendre de gré ou de force toute cette énergie vers un but qui va être détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Et c'est ce que fait la compliance pour d'autres buts. Mais les buts, c'est toujours les êtres humains. Il n'y a pas une branche du droit plus humaniste que le droit de la compliance. C'est l'Europe qui a porté ça, illustré par le RGPD et le droit des données. Car là où ça va se développer, les droits humains, c'est dans le droit des données. Vigilance et données. Je vais écouter. Avec cette logique normative téléologique qui est extrêmement forte, avec une vigilance qui va être activée dans les systèmes. J'attends aussi ce va être la banque, avec ce qui va être regardé, à savoir le résultat, et une notion clé qui est la trajectoire. Parce que mettre en place cela, regarder ce que ça produit, remédier, etc., la notion clé, c'est la trajectoire. Donc, qu'on voit très bien dans la jurisprudence du Conseil d'État. Et tout ce que l'on voit en ce moment dans la jurisprudence sur la vigilance, sur l'environnement, on va pouvoir la récupérer et la mettre dans les systèmes de compliance, par exemple en matière bancaire ou en matière énergétique sur la notion clé de trajectoire. Ensuite, nous allons enfin avoir la notion de réalisation du système de compliance. Et là, mais j'allais dire, une nature optimiste, c'est vrai, et pourtant les temps ne s'y prêtent pas. Mais nous avons un système qui enfin va être réalisé. Et là, pour qui que aime, oui, on peut dire ce mot-là, pour qui aime Motulski, on voit bien que nous avons un système où nous allons avoir des principes d'une réalisation méthodique. Lui, il avait dit droit privé, mais c'est l'ensemble du droit qui va pouvoir être réalisé par les entreprises. Et qu'est-ce que ça va donner? Comme l'avait dit Motulski dans sa thèse, ça va générer des droits subjectifs. Donc le cœur, c'est bien des droits subjectifs, c'est bien des droits humains, comme l'avait mis Motulski. Et Motulski est un auteur qui, techniquement en procédure, est absolument clé sur les questions de vigilance. D'ailleurs, on voit bien que dans les contentieux, les premières questions, ce sont des questions de procédure et des questions de droit subjectif. Et vraiment, un auteur à lire en pratique, c'est bien Motulski, avec une application systémique du droit au service des êtres humains. Et c'est certainement, je pense
je pense que Motulski est celui qui a le mieux pensé l'office du juge dans les matières qui nous concernent. Sans doute, parce qu'il a été d'esprit allemand et que la conception allemande des choses se prête très bien à ça. Et c'est sans doute pas étonnant que le premier législateur européen à avoir mis en place un système de vigilance avec une autorité administrative indépendante de supervision, c'est l'Allemagne qui l'a fait. Et il n'est pas étonnant non plus que Motulski ait rédigé les principes directeurs du Code de procédure civile avec dedans toute la potentialité. Par exemple, la médiation pour amener les entreprises et les parties prenantes à co-construire le mieux possible, donc le moins mal possible, les plans de vigilance. Dans un autre rouage, mais j'attends ce que va en être dit, c'est le lien entre la responsabilité et la responsabilisation. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'en vigilance et en compliance, l'enjeu, c'est certes la responsabilité, mais c'est surtout la responsabilisation. Car ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'agir, c'est d'être puni, sans doute, mais surtout d'agir, c'est-à-dire d'être responsable. Et je me souviens, par exemple, dans les pays nordiques qui, eux, la banquise, elle est chez eux. Donc, dans les droits nordiques, on demande aux entreprises d'être responsables, c'est-à-dire d'être sur le terrain et de faire quelque chose, Donc, dans le droit des obligations, c'est avant tout des obligations de faire. Et là aussi, les branches du droit, elles doivent évoluer avec des procès qui sont, ce qu'a dit Nicolas Quérol, des procès énormes et des procès en responsabilisation avec des causes qui vont c'est-à-dire des cas qui, et ça c'est Fabien Reynaud, c'est le conseiller d'État qui a rendu les arrêts Grande Sainte, qui sont ce qu'on appelle des causes systémiques qui sont émergentes avec des juridictions qui commencent à se dire qu'ils vont modifier leur façon d'organiser les procès pour s'y adapter. Pour la vigilance d'abord, pour toute la compliance après. Vous voyez bien que c'est bien un mécanisme de brise-glace, y compris en procédure, car ensuite, en matière bancaire, en matière énergétique, où il y a des causes systémiques émergentes, tout cela, grâce à la vigilance, nous allons pouvoir avoir une sorte d'énergie nouvelle et d'air frais. C'est sans doute des grands malheurs que viennent aussi des solutions nouvelles, car, comme l'a dit très bien Thibault Goujon-Bétan, il y a dans ces mécanismes-là un litige, souvent très violent, entre les ONG et les entreprises, et puis il y a un arrière-litige. Et l'arrière-litige, c'est tout l'avenir, d'une part, et c'est tout le système, d'autre part. Et le vrai sujet, c'est l'arrière-litige. Mais j'écouterai ce qu'il en a été dit. Et ces litiges ne se déclenchent que sur des cas d'ouverture. Les lois sur la vigilance, les compliances sectorielles, et pas nécessairement sur le droit commun. C'est un sujet considérable de savoir si l'on peut prendre cette logique, qui est une logique si nouvelle, si puissante, si systémique, si proche du droit public, et si on peut la prendre pour la transposer telle qu'elle dans notre droit commun qui n'est que que du droit privé. C'est très très mal si nous sommes entre collègues de droit privé, mais c'est quand même ça. Et de savoir si, d'une part, ça se superpose au procès classique en responsabilité, ou bien si ça va pénétrer dans le droit commun par exemple, du droit privé. Et c'est la question qui est aujourd'hui concrètement posée au juge. Et là, le juge dit « à l'aide, aidez-moi, expliquez-moi, proposez-moi », non pas, parce qu'on ne fait que critiquer le juge. Donc le juge dit « critiquez-moi », mais ça ne m'aide pas beaucoup,
Donnez-moi plutôt des raisonnements, des définitions, des solutions, plutôt que de me critiquer. Et pour y répondre, je crois qu'il faut un esprit de système. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle, alors je vous mets entre guillemets parce que ce sont des expressions, des sortes de... Et moi je trouve ça assez bien parce que ce sont des systèmes qui s'opposent. Et j'espère que dans la journée, je n'en doute pas, ça va s'opposer. Il y a d'abord quelque chose qu'on connaît assez bien, on connaît dès la première année de droit, c'est le contrat. Alors là, le contrat, ça, on connaît bien. Hein, l'usage du contrat. Et puis, vous avez quelque chose qu'on ne connaît pas, mais alors que je vois fleurir d'article en article, il y en a de tous les côtés. D'ailleurs, on en écrit nous aussi, ça s'appelle la contractualisation. Alors en compliance, on adore ça, hein, la contractualisation du droit. Et puis il y a aussi les conventions en vigilance, ça se plaît aussi beaucoup. Et puis les engagements. Et là, simplement, il faut faire attention, la compliance, surtout peut-être parce que c'est pas fait beaucoup par des juristes, c'est beaucoup fait par des financiers, par des experts comptables, par des ingénieurs, par des sociologues, par des philosophes, par des gens tout à fait bien, mais qui n'ont pas forcément un vocabulaire juridique très précis. Et contrat et contractualisation, par exemple, c'est un peu la même chose. Non, 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 en droit, c'est pas la même chose. Et donc, face à un juge, c'est vraiment, faut faire attention. Or, quand on est dans un contrat, en tant que juriste ou en tant que juge, car c'est les juges qui vont décider de tout ça, on a le pied très sûr, parce que, par exemple, on va appliquer le régime du droit des contrats. Il y a, par exemple, et vous voyez, là vous avez le volume suivant. Quand on aura fini de travailler sur l'obligation de compliance, on passera au volume suivant, qui sera compliance et contrat. Et là, on a déjà des contrats de compliance, j'allais dire en bonne et due forme, avec des stipulations de compliance, dont une des formes qui est extrêmement courante, c'est la stipulation de vigilance, avec d'ailleurs une question de savoir s'il existe des contrats de vigilance, ce qui n'est pas sûr du point de vue technique. Est-ce que des sociétés, parce qu'on sait que des entreprises mettent ô combien beaucoup de clauses de vigilance, mais est-ce que des sociétés, des entreprises, confient globalement, par un contrat, toutes leurs obligations légales de vigilance? Pour le moment, non. Alors que pour le RGPD, des entreprises confient à un tiers, à des tiers, la totalité de leurs obligations légales de RGPD. Donc il y a bien un contrat de compliance, avec des tas de conditions, limites, modalités, etc. Bon. Mais en vigilance, pour le moment, non. Mais pourquoi non? Point de vue technique, vous voyez, c'est un sujet éminemment intéressant. Et donc, ça, ce sera vu l'année prochaine, enfin, ou bien tout à l'heure, je ne sais pas, j'écouterai, parce que là, nous avons le lien entre l'obligation légale de compliance et de vigilance, et puis ce que nous maîtrisons bien, qui est la technique contractuelle. Et puis nous avons, on en parlera certainement cet après-midi, ou peut-être dès ce matin, je ne sais pas, la façon dont la directive européenne, qui normalement devrait être votée avant la fin du mois de décembre, décidément décembre c'est Noël, donc la façon dont la directive européenne aborde le contrat. Il y a de nombreuses dispositions à ce propos, qui est justement de dire le contrat est bienvenu en vigilance comme en compliance, si ça sert l'efficacité, l'effectivité et l'efficience par rapport au but. Et la directive, comme le droit français, comme toute la compliance, raisonne entièrement par rapport au but. Et le contrat est exclu si ça doit produire l'irresponsabilité et si ça doit produire l'inverse du but. Et celui qui est le gardien de ça, c'est évidemment le juge. Et puis vous avez la contractualisation qui est un abus de langage, parce que c'est pas parce qu'on est d'accord et bons copains et que les intérêts de tout le monde sont servis que c'est un contrat. Et
question de la contractualisation est un grand thème, mais peut-être nous en entendrons parler. Et puis vous avez la convention qui est utilisée au sens strict, y compris en matière de vigilance, par exemple en matière de CEGIP, mais qui est aussi beaucoup utilisée au sens figuré. Et puis vous avez l'engagement qui, de façon très étonnante, mais vous m'en direz plus, est utilisé au sens très peu juridique, qu'on définit extrêmement peu, avec pour le moment assez peu de jurisprudence, mais j'en saurai plus sur la notion d'engagement, comme sur la notion de dette. Puisque en matière, et là, la vigilance pourrait apprendre beaucoup à la compliance, parce que là où la notion de dette sans créancier a été le plus développée, c'est en matière d'environnement, mais pas en matière de droits humains. Et je suis toujours un peu étonnée en matière de vigilance que pour le moment on ne me parle que de l'environnement quand il y a les droits humains qui quand même sont visés. Pourquoi est-ce qu'on ne me parle que de l'un et pas de l'autre? Est-ce que c'est à mettre dans la même catégorie? Pourquoi est-ce qu'on me met une dette pour l'environnement? Ça, j'ai bien compris, parce que j'ai lu Supiot, notamment, le grand auteur Alain Supiot. Mais pour les droits humains, où est la dette? Donc, vous voyez, si on pouvait m'expliquer, puisque je peux mettre ma liste de Noël pour les intervenants qui vont suivre, si on pouvait m'éclairer sur la notion de dette, notamment pour les droits humains. Parce que si je n'ai pas de dette, ou la société n'a pas de dette, alors qu'il n'y a pas de créance, là, pour les droits humains, là j'ai un problème de système parce que je ne sais plus où classer. Mais vous allez me l'expliquer. Et puis, il y a les droits subjectifs. Les droits subjectifs, dans la réalisation méthodique du droit, j'ai éléments, parce que je vais vous donner le sous-titre de la thèse de Motulski, c'est principe de réalisation méthodique du droit, éléments générateurs des droits subjectifs. Et là, vous les avez, les éléments générateurs des droits subjectifs. Et les éléments générateurs des droits subjectifs, dans la vigilance, mais on les a partout. On les a dans cet arrière-litige avec les droits subjectifs substantiels, avec les générations futures, avec les droits subjectifs processuels. Les questions sont devant les juges. Qui doit avoir un accès au juge? Et pourquoi faire alors que les personnes ne sont pas dans le litige, mais pourraient être dans l'instance et sont victimes ou ne sont pas victimes, etc. Vous allez nous en parler, avec un système probatoire qui est entièrement à construire, mais je vais écouter ce qu'on va m'en dire. Et un droit de la compliance qui circule dans le temps, puisqu'on part du futur et qu'on repart vers le passé. Et ça aussi, vous allez m'en parler. Et que, vous voyez, le droit, enfin, je lis par exemple ce que dit le Conseil constitutionnel, qui dit qu'il faut prendre en considération. Alors moi, ça, vous voyez, j'ai du mal, quoi. Je veux bien prendre en considération. Enfin, surtout quand on n'est pas dans le droit. Mais prendre en considération, ça veut dire quoi quand on... Alors je comprends quand on est législateur, à peu près. Quand on est juge, qu'est-ce que ça veut dire prendre? Et quand on est entreprise, ça veut dire quoi prendre en considération? Et puis, après l'environnement, c'est qu'on aura les droits humains. Ça veut dire quoi prendre en considération? Et puis, après les relations sociales, on aura les relations sociétales. Et puis, quand on aura fini les relations sociétales, on aura les choses qui sont sans relation. Et là, c'est le rapport entre la directive CS3D et la directive CSRD et la double matérialité, si vous avez étudié ce genre de choses. La double matérialité. Vous voyez, c'est que on part si les choses sont imprécises, après, en technique, tout ça va arriver devant le juge qui va dire « je change de métier, je deviens professeur d'université, ce sera moins dur ». Bon, d'accord, j'aurai pas de réseau, mais j'aurai déjà pas de cas à trancher. Avec, au cœur du système, la question de la causalité. La causalité. Si on va dans des droits
qui sont dans l'arrière-litige et qui se diffusent de cette façon-là, comment est-ce que les juges peuvent encore, ou peut-être ne doivent-ils pas, vous allez me dire, comment est-ce qu'ils peuvent soit s'en tenir à la causalité, soit en passer à l'équivalence des conditions, soit passer dans un système d'imputation aux opérateurs cruciaux parce qu'ils seraient uniquement puissants et en position. Ça paraît... Enfin, je vais écouter. Je termine juste dans mes questions, qui est comment est-ce qu'on place la conformité et la compliance du point de vue juste des sens des mots. Normalement, si les mots ont un sens, la conformité, c'est juste obéir aux lois. Je me conforme aux lois. Le décret est conforme à la loi est conforme à la Constitution. Ça s'appelle la conformité. Vous comme moi, nous devons nous conformer à la totalité de toute la réglementation qui nous est applicable. Ça s'appelle le droit, on va dire. Donc, c'est ça, la conformité. Et la conformité, elle a sa place dans tout ce système de compliance et de vigilance, puisque, comme en régulation, nous devons nous conformer, et dans la vigilance, il y a beaucoup de réglementation, comme il y a aussi beaucoup de droits souples. Un des enjeux, c'est de savoir si la contrainte de conformité, qui normalement ne renvoie qu'au droit dur, pourrait éventuellement renvoyer au droit souple. Normalement, nous n'avons pas à nous conformer en droit au droit souple, mais ça va être discuté, exposé. Je vais écouter ce qu'il en est. La conformité n'est qu'un outil de la compliance et de la vigilance, parce que sinon, ça devient du droit dur. Alors, vous avez des tas de travaux du Conseil d'État en disant que le droit souple est l'avenir du droit dur et que comme le droit souple peut être contesté devant le juge, c'est qu'on le signe de la juridicité du droit souple et que donc il peut être activé. Ça veut donc dire que ce serait le juge. Mais si le juge civil se transforme en juge administratif et a la conception que le Conseil d'État a, comme le Conseil d'État et la Cour de cassation ont consacré leur colloque commun du 2 juin 2023 à la question suivante du droit de la régulation au droit de la compliance, le rôle du juge, ne l'excluons pas. Mais enfin, le juge judiciaire de droit commun, à première vue, ne partage pas cette conception. Mais peut-être, peut-être vous allez en parler, peut-être que la distinction droit public et droit privé doit être anéantie par le droit de la compliance et sa pointe avancée, qui est le droit de la vigilance. Pour ma part, je n'ai jamais compris la distinction droit public, droit privé, mais bon, je crois qu'il y a des personnes qui pensent qu'elle existe et qui seront tout à fait capables de me l'expliquer et que je la comprenne enfin. Donc peut-être. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, la conformité n'est qu'un outil de la compliance et de la vigilance. Ensuite, ce qu'on entend des entreprises, des parties prenantes et du juge, c'est à la fois moins, parce qu'il ne s'agit pas d'obéir à tout, puisqu'il s'agit... Non, ce n'est pas mécanique, sinon attendons que les algorithmes s'en chargent, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qui est vraiment frappant dans ce nouveau droit, c'est qu'il s'agit beaucoup plus que d'obéir. Sinon, les entreprises ne seraient pas dans cet état-là.
Enfin, je ne sais pas si de temps en temps, j'imagine peut-être, vous rencontrez des avocats, des juges, des entreprises, mais manifestement, ça a l'air de les mettre dans un grand état, ces affaires de compliance et de vigilance. Pourquoi? Mais parce qu'on leur dit, voilà les buts monumentaux qui sont grosso modo, sauver donc la planète et sauver la race humaine, et puis obtenir l'égalité effective entre les hommes et les femmes. Tiens, à propos, faites en sorte que sur le numérique, les êtres humains se traitent avec respect, enfin, etc. Voilà les buts, et à propos, c'est vous qui allez faire en sorte qu'ils soient atteints. C'est vrai qu'il y a de quoi être ému quand on vous donne un programme pareil. Donc, voilà, c'est infiniment plus que cela. Et qu'elles se disent, non, finalement, je préférais l'autre système, qui était d'obéir aveuglément et de concrétiser la totalité de la réglementation. Tant qu'à choisir entre l'une ou l'autre des peines, je préfère la première, parce que je vais acheter des algorithmes et puis je vais retourner à mon travail qui consiste à faire de l'argent dans une activité économique, plutôt que de réaliser ces ambitions politiques extraordinaires qui est tout simplement de donner une seconde nature humaine. Et que là, l'idée, c'est plutôt, dans le cas de la vigilance, de viser les buts avec 3 intensités: l'effectivité, faire en sorte que ça s'applique vraiment, l'efficacité, grand thème de la compliance et de la vigilance. L'efficacité, c'est que les moyens mis en place par l'entreprise, si possible avec les parties prenantes, atteignent les buts qui ont été fixés. C'est ça l'efficacité en droit, c'est l'effet utile qu'on trouve en droit de l'Union européenne. Et l'efficience, c'est la diffusion dans l'ensemble du système, c'est la dimension systémique de l'efficacité. Et puis, ce dont vous allez parler tout cet après-midi et qui va être d'un grand intérêt, c'est mettre la vigilance à sa place par rapport à la due diligence et puis au duty of care. Et là, on voit très bien toute la difficulté entre la langue française et la langue anglaise, et je vais m'arrêter là car je ne veux pas excéder mon temps, puisque nous avons une grande bataille, qui est une bataille de système autour de l'évolution européenne, avec la question de la due diligence, et puis la durabilité, et puis le devoir de sollicitude entre le droit spécial, le droit des sociétés, le droit de la responsabilité, le droit européen et le droit général. Mais je ne développerai pas ça, puisque de toute façon, vous allez le faire extrêmement bien. Et donc, je me contenterai de dire avec, pour le coup, un point d'interrogation, car je n'en ai pas d'idée, mais je suis sûre qu'à la fin de la journée, j'en aurai. Est-ce que la vigilance, ça ne serait pas la part totale de l'obligation de vigilance? Nous allons pouvoir commencer par là où il y avait depuis très longtemps de la vigilance, avant même que le législateur de 2017 ne se dise « Tiens, si on ne prenait les sociétés mères et les entreprises donneuses d'ordre et qu'on leur dise qu'elles ont un devoir de vigilance dans les chaînes de valeur dont elles sont les maîtresses, là où il y a depuis toujours de la vigilance, c'est dans les secteurs.